Lundi 23 juin 2014, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous pour suivre cette édition. Mais d'abord les titres. Rebondissement de l'affaire dite des bébés importés, plusieurs personnes interpellées dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet. Les examens du brevet d'études du premier cycle BPC session 2014 débutent demain sur l'ensemble du pays. Ils sont au total 93 787 candidats cette année. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le parquet a ouvert une enquête sur l'affaire dite fabrication des bébés importés dans laquelle seraient impliquées plusieurs personnalités nigériennes. D'ores et déjà, plusieurs personnes ont été interpellées et arrêtées à la police judiciaire. Parmi elles, la seconde épouse du président de l'Assemblée nationale, mais aussi celle d'un ministre d'État du gouvernement de la 7e République. Précision dans ce reportage de Ibrahim Tikiri. Tout est parti d'une une du BMR. L'événement intitulé « Fabrication des bébés des personnalités nigériennes » serait impliqué. Dans son numéro 669 du mois de janvier 2014, l'événement a révélé le démantèlement par la police nigériane des usines à bébés dans l'état d'Imo, un fléau du trafic humain dans lequel seraient impliquées des épouses de personnalités nigériennes. Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'événement, revient sur l'affaire. Il y a à peu près 9 mois de cela, nous avons reçu une information selon laquelle une personne qui n'a aucune responsabilité au niveau de l'État est impliquée dans un trafic de nourrissons venant du Nigeria. Donc quand nous avons eu cette information, nous avons continué à investiguer pour savoir s'il est seul. Alors, nous avons compris qu'il s'agit d'une toile qui s'étend du Niger au Nigeria, au Bénin, avec des tentacules jusqu'au Burkina Faso. Alors, nous avons pondu un article pour alerter l'opinion sur ce trafic néfaste qui se déroule en territoire nigérien, dont plusieurs personnes. Après, nous avons compris qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, et même des personnalités au plus haut sommet de l'État. C'est ce qui nous a inquiétés. Alors, nous avons livré cette information. Vous vous rappelez, lors d'un dîner de presse, d'une rencontre avec le Premier ministre, nous lui avons posé la question. Il n'a pas daigné répondre à ce trafic de nourrissons-là. Nous avons continué encore à écrire, à interpeller les consciences avec des preuves. Nous avons nos preuves puisque nous nous sommes déplacés dans certains pays pour voir comment se passe ce trafic-là. Et suite à ça, le procureur s'en est saisi. Il a demandé à la police d'enquêter. La police a fait ses enquêtes et ce qui aboutit à l'interpellation de ce vaste réseau-là qui est impliqué dans un trafic transnational de bébés. 9 mois après la révélation de notre confrère, nouveau feuilleton dans l'affaire dite fabrication des bébés. Une vingtaine de personnes, dont la seconde épouse du président de l'Assemblée nationale, la sœur de Hama Amadou, l'épouse du ministre d'État Abdelabo, l'ex-DG de la Sony Bank, dont 3 épouses ont donné naissance chacune à des jumeaux, le secrétaire général de la Chambre de commerce, des agents de la maternité centrale et des communes 3 et 5 ont été interpellés et gardés à vue à la police judiciaire. Nous allons demander à ce que vraiment tous ceux qui sont impliqués, à travers nos écrits bien sûr, tous ceux qui sont impliqués rendent gorge. On ne peut pas comprendre que des gens fassent des trafics qui sont des trafics d'êtres humains au XXIe siècle, condamnables par les lois de la République de notre pays, et que vraiment de l'autre côté vous avez des voleurs de coq qui se retrouvent en prison. Maintenant la justice, ce qu'il faut dire, la balle, la police nigérienne, en collaboration avec ses consoeurs du Nigeria, du Bénin, a fait son travail, a fait un travail remarquable. Maintenant, la balle est dans le camp de la justice, et vous savez, quand les dossiers vont au niveau de la justice, des fois, quel sort
leur sont réservés, on met plus. C'est là où je réponds à votre question. Là, peut-être, la politique va plus jouer. Ce nouveau rebondissement dans l'affaire de la fabrication des bébés dans laquelle seraient impliquées des personnalités nigériennes dont l'épouse du président de l'Assemblée nationale arrive dans une situation politique tendue entre le pouvoir en place et son ancien allié Hamamadou, président du parti Lumana. Tout laisse à croire que cette affaire qui va donner cours à beaucoup de commentaires est dans les mains de la justice qui certainement va dénouer ce trafic d'êtres humains. Nommé à la tête de la rédaction du journal La Jeune Afrique en octobre 2013, notre compatriote Sidika Abba quitte pour l'instant le journal. Un départ que certains lient avec la publication d'un article sur les transferts du fils de Kadhafi, Sadi Kadhafi, à Tripoli. Une situation qui a fait réagir les autorités nigériennes qui auraient demandé le départ de Sidik selon certaines informations. Il n'en est rien du tout, les raisons sont toutes autres, explique Sidik Abba. Il y a eu des querelles entre des actionnaires de Jeune Afrique à propos de conditions de recrutement du rédacteur en chef. J'ai accédé aux fonctions de rédacteur en chef de Jeune Afrique en octobre 2013 parce que le poste m'avait été porté par un certain nombre de responsables du journal qui trouvaient qu'ils avaient l'aptitude et la capacité nécessaires pour assurer ces fonctions-là. Donc, dans le cadre des modalités d'exercice de cette fonction, certains actionnaires ont plus tard estimé qu'ils n'ont pas été suffisamment associés à la démarche pour le recrutement et que le recrutement n'a pas été transparent. Donc, à la suite de ces tensions entre différents actionnaires du journal, il a été décidé de reprendre totalement les modalités pour recruter le rédacteur en chef. Et nous avons convenu, le groupe Jeune Afrique et moi, de suspendre notre collaboration dans le cadre de cette d'un certain nombre d'actionnaires du journal. Et cette suspension de collaboration n'a rien à voir avec une demande du président Issoufou qui aurait demandé à Améo, qui aurait par la suite demandé à Béchir Benyamin Martek. Cela n'a rien à voir. Cela n'a également rien à voir avec le confidentiel sur le site de Sadi Kadhafi, puisque là, on a raconté que c'est parce que j'ai écrit le confidentiel sur Sadi Kadhafi que j'ai quitté Jeune Afrique parce que le journal a estimé qu'il y a eu une faute professionnelle. Il n'en est absolument pas question, puisque je ne suis pas l'auteur de ce confidentiel et le tout Paris médiatique sait qui a écrit ce confidentiel et certaines autorités du Niger savent qui a écrit ce confidentiel. Donc tout cela n'a rien à voir avec la suspension de ma collaboration avec Jeune Afrique, qui est, comme je l'ai dit précédemment, liée au fait des conditions de recrutement du poste de rédacteur en chef et qui est liée aussi à une certaine exigence de transparence de la part d'un certain nombre d'actionnaires du journal. Ici, les informations que les gens vous accusent d'être pro-Hama. Et qu'en est-il de cette accusation? Moi, je n'ai aucune relation autre que professionnelle avec Hama Amadou. Et si lui-même, le président de l'Assemblée ou tout autre collaborateur à lui, m'ont remis quoi que ce soit dans le cadre de mon activité professionnelle, je les invite à donner la preuve aux autorités nigériennes, surtout à l'opinion publique nigérienne, mais surtout à donner la preuve à Jeune Afrique qui m'a employé ou à la commission de la carte d'identité de la presse de professionnelle parce que j'aurais commis une entorse professionnelle si j'ai eu des relations autres que professionnelles. J'ai rencontré Hama Amadou à Paris une seule fois, c'était pour l'interviewer en janvier 2014. L'interview a été publiée par Jeune Afrique. Le même type de relation avec la majorité présidentielle. J'ai fait une interview du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum, qui a été publiée à la fois dans la version papier du journal et sur le site internet. J'ai également fait une interview du ministre Massaoudi qui a été rapportée dans Jeune Afrique. C'est vous dire que moi, j'ai la même distance professionnelle avec le camp de Hama et avec la majorité présidentielle. Et je suis un journaliste indépendant. Je peux interviewer Hama, je peux interviewer la majorité présidentielle sans que cela prête à confusion sur mes relations entre l'un ou l'autre camp. Il n'est pas exclu que dans une semaine, dans 2 semaines, encore à la rédaction en chef de Jeune Afrique, parce qu'il s'agit de la remise en cause de conditions. Mes compétences professionnelles, ou mon intégrité n'ont été mises en cause. C'est parce qu'il s'agit de ça que j'ai fait l'objet d'un hommage unanime des journalistes de la rédaction de Jeune Afrique, chacun à titre individuel un mot d'hommage. En ce qui me concerne, que le directeur de la rédaction de Jeune Afrique, François Soudan, a écrit un mot au nom de l'ensemble de la rédaction. J'ai fait l'objet d'une couverture d'une une de Jeune Afrique. Donc, vous voyez, avec un parcours comme celui-là, je n'ai aucune inquiétude. À peine je suis parti de Jeune Afrique que j'ai reçu 2 offres professionnelles de médias internationaux panafricains, sans compter une organisation internationale qui m'a proposé de la région. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Vous savez, avant même d'aller à Jeune Afrique, pendant que je travaillais à la PANA, j'étais auprès de l'UNESCO, expert auprès de l'Organisation
internationale de la francophonie, de l'UNESCO et de la Banque africaine de développement. Donc je n'ai aucune inquiétude sur mon avenir professionnel, à la fois dans les médias et sur le plan international. Ceux qui ont de la fin de ma professionnelle, comme il m'a été apporté, doivent encore patienter là où je suis par rapport aux perspectives professionnelles de ce. Elle pourrait être même encore plus radieuse que je peux jusqu'ici. Donc, à vous entendre parler, c'est fort possible que vous reviendrez au journal Jeune Afrique. Oui, il y a aucune inquiétude par rapport à ça, parce que je n'ai pas connu de faute professionnelle. Si j'avais connu une faute professionnelle, j'aurais fait l'objet de ce qu'on appelle ici un licenciement de faute. Et il n'est pas exclu que dans le cas de recrutement transparent qui satisfait l'ensemble des actionnaires du journal, que je revienne encore à journal qui peut trouver le poste de rédacteur en chef. Ça, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Les épreuves des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2014 débuteront demain mardi sur l'ensemble du territoire national. Une de nos équipes était ce matin dans quelques centres ici à Niamey pour le dernier constat. C'est un reportage de Assoumana China et Omar Moussa. Tout est fait prêt pour débuter les épreuves des examens du brevet d'études du premier cycle session 2014. Cette journée de lundi a été consacrée aux dernières retouches dans les différents centres. Tout est au point, les affiches ont été faites, en tout cas pour mon jury depuis avant-hier. Maintenant, je suis venu pour la réunion du jury avec les enseignants surveillants et je contrôle maintenant, comme vous m'avez trouvé, les fiches des tables. Donc c'est tout ce qui reste pour cette journée. Donc à la veille de la tenue de la session, nous pouvons affirmer, comme dira l'autre, ça risque de nous tromper, que tout est au point plutôt. On a 337 candidats. Je dis bien l'effectif est de 337 candidats. Pour le moment, tout se déroule très bien. Les salles sont prêtes. Nous sommes en train de mettre les fiches de table. Et le dispositif en matériel, tout est prêt. Il n'y a aucun problème pour le moment. Pour le début des épreuves, il n'y a aucun problème. J'ai 322 candidats. Il n'y a pas de problème de correcteur. Ils sont tous présents. Donc nous n'attendons que le début des épreuves. Les candidats étaient également dans les centres d'examen pour consulter les affiches. Ils nous livrent leur état d'esprit par rapport à ces examens. On n'a pas pu faire beaucoup d'exercices avec les professeurs. Sinon, nous aussi, on a fait tout possible pour pouvoir apprendre les leçons, pour voir qu'est-ce que ça va donner. On est prêt, mais disons les maths physiques là, vraiment, on a massacré quoi, on ne sont pas prêts là-bas. On s'exerce, on a fini les programmes, on vient chaque soir, chaque matin ici dans l'enceinte même, on fait des exercices sur les matières. Après, arrivé à la maison, on fait des révisions sur les leçons. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves selon les autorités en charge de l'éducation. Tout le matériel est en place au niveau des centres. Les présidents des centres ont été nommés et les réunions d'information par rapport aux instructions officielles ont eu lieu. Cette matinée, les présidents à leur tour sont en train de faire les réunions dans les centres avec les membres du secrétariat et les surveillants de salle. Donc par rapport aux préparatifs, je pense que tout est fini. On attend que l'heure H, comme on dit, pour lancer les épreuves. Aucun problème particulier n'a été rencontré parce que l'État a accompli sa part de mission en mettant à notre disposition les moyens nécessaires pour l'organisation de cet examen. Donc, nous, en tant que techniciens, si les moyens sont à notre disposition, on ne rencontrera aucun problème et c'est ce qui a été fait. Cette année, ils sont au total 93 787 candidats à affronter les épreuves du BPC, répartis dans 297 centres à travers tous les pays. Bonne chance à tous les candidats. Restons dans ce domaine, les examens scolaires riment aussi parfois avec des fraudes et corruptions, chose qui décrédibilise les diplômes de certains élèves. Examens et fraudes des examens, c'est dans ce reportage signé Abdelrazak Idrissa et Aboubakar Souley. Elles sont de tout temps inhérentes à la tenue des examens et concours et à chaque fois, les organisateurs tentent de les minimiser au maximum. Pour les examens du brevet d'études du premier cycle de cette année, voici comment, au niveau de la région de Niamey, on entend s'y prendre. Cette question de fraude est réglée dans les instructions officielles
relatives à l'organisation et au déroulement du BPC. Si quelqu'un est pris en flagrant délit, qu'il soit membre du secrétariat, disons membre de jury ou candidat ou une personne externe au système, la loi va frapper dans toute sa rigueur. Pour passer justement ce message, hier dans la soirée, la portion centrale, c'est-à-dire le ministère, a bien voulu réunir tous les présidents de Niamey en collaboration avec la Alcia pour un échange d'informations et d'orientation par rapport au comportement à tenir. Donc vraiment, les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas, d'abord pour conscientiser les gens et pour avertir ceux qui oseraient enfreindre aux lois. Cette campagne lancée l'avant-veille de la tenue de ces examens est venue peut-être un peu tardivement. Elle est venue surtout à un moment où des voix s'élèvent dans le secteur pour dénoncer les fraudes. C'est le cas d'un collectif de fondateurs d'écoles privées de Niamey qui, dans une correspondance, a lancé l'alerte à la fraude aux examens. Une pratique qui, selon ce collectif, a pris une nouvelle forme. La fraude par substitution qui consiste au retrait puis au remplacement des copies officielles défaillantes des élèves paresseux moyennant une somme. Les acteurs de la lutte contre la corruption estiment que ce collectif doit aller plus loin que cela. Mais écoutez, les fraudes qui se passent, les gens connaissent par comment on les fait. Ils peuvent dénoncer. Chaque citoyen a la faculté d'aller devant les tribunaux s'il a des preuves pour dénoncer. Donc les établissements privés, tout celui qui a des preuves, il les amène devant le procureur, il dit qu'il y a eu ça ici et voilà mes preuves. Mais c'est à ce moment-là où je dis tout le monde est responsable. Il n'y a pas à se lamenter si vous avez des preuves formelles qu'il y a eu fraude, vous aidez notre pays en dénonçant cela au niveau du parquet. Mais quand vous ne voulez pas dénoncer, parce qu'il faut que soit vigilant et de regarder partout et recueillir les preuves pour aller, c'est comme ça. Mais à la direction des enseignements secondaires de Niamey, l'on minimise cette correspondance de ce collectif. Après investigation, il a été en effet découvert qu'en vérité, les auteurs de celle-ci ne sont pas des fondateurs d'écoles privées, mais juste des mécontents d'un système mis à nu aux derniers examens. Les élèves commissaires de la police nationale ont débuté ce lundi leur soutenance de fin de formation. Ils sont au nombre de 19 qui défendront leurs travaux durant toute cette semaine. Précision Youssouf Omar et Ibrahim Abdou. Dernière épreuve pour les élèves commissaires de la police promotion 2012. 18 mois de formation, de 9 mois de pratique, 9 mois de théorie. Enfin, ils y arrivent. Pour boucler la boucle, ils doivent présenter un travail scientifique devant les jurys. Vous voilà donc, aujourd'hui, tous à la fin de la formation, ceux qui réussiront cette épreuve seront couronnés et auréolés du prestige et du succès. Ce diplôme de commissaire de police est un précieux sésame, capable de vous ouvrir les portes de la réussite. Mes chers commissaires, vous devrez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales de notre société. Ce sont entre autres la discipline. Sans discipline, c'est le règne de la confusion et du désordre. Donc, la voie ouverte à l'amateurisme et au chaos. L'assiduité et la ponctualité. On dit si bien que les absents ont toujours tort. Ils ont surtout tort de revenir car ce qui se fait sans eux peut se faire contre eux. Les soutenances des mémoires ont un caractère beaucoup plus élevé. Nous avons voulu donner un cachet particulier à ce début de soutenance de mémoire qui annonce la fin de la formation de la 7e promotion des élèves commissaires de police de l'École nationale de police de la formation permanente. C'est aussi une occasion pour l'École nationale de police et de la formation permanente d'affirmer le prix qu'elle attache à l'élaboration et aux soutenances des mémoires qui ne constituent plus de simples formalités,
mais des exercices importants auxquels les élèves commissaires doivent se soumettre pour mieux affronter leur vie professionnelle future à raison des sujets qui cadrent parfaitement à cela. Au cours de la formation, les commissaires de police et stagiaires ont perdu un de leurs, Amadou Hama, décédé durant le stage pratique. Un dernier hommage lui est rendu. Le président tunisien Mohamed Monsef Marzouki a effectué une visite de travail hier dimanche à Niamey. Marzouki était accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires. Au cours de leur séjour, les hommes d'affaires tunisiens et nigériens ont eu des séances de travail dans le cadre d'un forum économique, un forum jugé bénéfique pour les deux pays. Reportage à Adam Soumana et Aboubakar Solé. Tournée africaine, le président tunisien Mohamed Monsef Marzouki est arrivé au Niger accompagné d'une importante délégation d'opérateurs économiques. Ces derniers ont d'ailleurs tenu un forum avec leurs homologues nigériens qui se réjouissent de ce cadre ainsi créé. Ils étaient plus de 92 hommes d'affaires, et vraiment des grands holdings, et ils étaient accompagnés de tous les patronats tunisiens, que ce soit la Chambre tunisienne ou les deux grands groupes, en tout cas des patronats tunisiens qui sont Connect ou bien Itika, qui sont de renommée internationale. Et il y avait aussi l'agence CEPEX qui est dédiée à l'export pour la Tunisie. Donc c'est pour vous dire que vraiment nous avons réussi les plus grandes sociétés, les plus grands holdings tunisiens, et avec eux les plus grands patronats en tout cas qui contrôlent ou bien en tout cas qui organisent les hommes d'affaires en Tunisie. Donc nous avons profité effectivement de cette visite pour organiser sous l'égide de deux chefs d'État un forum économique qu'ils ont eu d'ailleurs, ils ont accordé l'honneur pour montrer l'importance aux opérateurs économiques que la volonté politique existe. Selon tous les échos que nous avons vus, et en tout cas toutes les organisations et les hommes d'affaires qui nous ont fait en tout cas déjà les feedbacks, ils étaient extrêmement en tout cas impressionnés par les réformes qu'il y a au Niger dans le cadre de la promotion du secteur privé. Nous sommes cette fois-ci organisés, nous avons reçu les fiches de toutes les entreprises tunisiennes, les 92 fiches des entreprises, plus de 2 semaines avant leur arrivée, et nous avons écrit des lettres à nos opérateurs économiques qui sont venus consulter les fiches au niveau de la Chambre de commerce et secteur par secteur, que ce soit la santé, la construction, les routes, les services, l'informatique, et tous les secteurs en tout cas que vous pouvez imaginer dans les domaines en tout cas du secteur privé. Ils sont venus consulter ces fiches et ils ont noté les rendez-vous et les entreprises qui les intéressaient en tout cas à rencontrer. C'est pour vous dire que l'organisation était vraiment très bien et ça a permis déjà avant l'arrivée des Tunisiens de fixer des rendez-vous pour les entreprises nigériennes. Mais n'empêche que comme c'était sur 2 ou 3 heures de temps, d'autres entreprises ont profité en même temps pour pouvoir prendre des contacts. Ils étaient libres en tout cas de prendre le contact même s'ils n'avaient pas le rendez-vous. En tout cas, selon les premiers échos que nous avons reçus, que ce soit de la partie tunisienne ou du côté nigérien, les échos sont très très favorables et les gens ont eu de très bons contacts. Une rencontre qui, selon le président de la Chambre de commerce du Niger, a déjà porté ses fruits et promet dans l'avenir. En général, l'importation, il y a eu quelques sociétés qui font de l'importation qui sont venues, mais c'est surtout des sociétés qui viennent industrielles, parfois dans l'agro-industrie, dans la transformation. Donc, c'est des sociétés qui comptent s'installer localement ou bien faire des partenariats avec des sociétés nigériennes pour s'installer. Bien sûr, il y a des sociétés qui vendent des services, qui vendent des produits, que ce soit l'alimentaire ou autre, mais il y a des groupes aussi qui souhaitent s'installer, il y a des groupes qui sont dans les domaines de la santé, il y a des groupes qui sont dans les domaines de la construction, tout ça, ils visent plutôt à s'installer pour vendre et pour apporter en tout cas leur expertise en partenariat avec les Nigériens. C'est comme ça qu'ils conçoivent en tout cas les rapports qu'ils veulent établir avec nous et nous aussi. Nous n'avons pas honte de vouloir profiter parce que la Tunisie, il faut le dire, c'est un pays vraiment presque industrialisé, comme dirait, et qui ont en tout cas une expertise avérée au niveau en tout cas africain dans ces domaines-là. Et si vous prenez d'ailleurs le cas, c'est la finance. C'est la Tunisie qui a toujours été partenaire technique de la BDRN et qui a continué ses partenariats avec la Sonibank. Donc au niveau des assurances aussi, c'était les mêmes accords qu'il y avait entre l'EMA et la Star Lema depuis très longtemps. Ainsi, cette visite a permis aux deux pays de poser les jalons pour un renforcement de leur secteur privé respectif. Le Conseil supérieur de la communication est en session ordinaire du mois de juin depuis ce matin. 5 points sont à l'ordre du jour de cette session, dont l'examen du projet de délibération fixant les redevances et les autres frais connexes pour l'exploitation des services de radiodiffusion sonore et de télévision privée et associative. Le compte-rendu de Areta Sala et Halidou Bourema. Cette 14e session du Conseil supérieur de la communication examinera 5 points, dont entre autres le projet de délibération fixant les redevances et les autres frais connexes
pour l'exploitation des services de radiodiffusion sonore et de télévision. L'examen de ce projet est motivé par la seule raison que le Niger est le seul pays en Afrique où les titulaires d'une autorisation d'exploitation des services de radio et télévision ne paient pas de redevance. La plénière du Conseil va examiner et adopter le projet de délibération fixant les redevances et les autres frais connexes pour l'exploitation des services de radiodiffusion sonore et de télévision privés et associatifs. Je précise que ce projet de délibération est pris en application des dispositions des articles 13 et 48 de la loi 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du CSC. L'article 13 de cette loi stipule clairement que toute personne physique ou morale ayant obtenu une autorisation d'installation et d'exploitation d'un service de radiodiffusion ou de télévision est tenu de verser régulièrement les redevances et les frais de gestion et de contrôle des fréquences conformément à la réglementation en vigueur. Quant à l'article 48, il précise que le CSC fixe par délibération les montants des redevances pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion ou de télévision nationale et internationale. Les modalités de recouvrement de ces redevances sont fixées par arrêté conjoint des ministres en charge des finances et de la communication. Les produits ainsi recouvrés sont reversés au Trésor national. L'examen du rapport de deux groupes de travail, l'un sur les propositions pour récompenser l'excellence, le mérite et le professionnalisme des médias et des journalistes, et l'autre sur l'établissement d'un répertoire des fréquences de radio et télévision privées et associatives qui ont été attribuées mais qui n'ont pas débuté ou qui ont cessé d'émettre. Le premier groupe de travail a planché sur les propositions pour récompenser l'excellence, le mérite et le professionnalisme des médias et des journalistes. En effet, dans la perspective de la célébration pour la première fois de la Journée nationale de la liberté de la presse, le 30 novembre prochain, le CSC a jugé utile de faire des propositions concrètes au comité qui a été créé en cette fin. Le deuxième groupe de travail a eu pour mandat de répertorier les fréquences de radio et de télévision privées et associatives qui ont été attribuées, mais qui n'ont pas connu un début d'exploitation ou qui sont en cessation d'exploitation. Une fois le répertoire établi, le groupe de travail est chargé d'abord de faire le constat sur le terrain, de rencontrer les promoteurs pour recueillir leur avis sur les motifs de la cessation ou de la non-exploitation de ces fréquences. Si un promoteur n'est pas en mesure de démarrer l'exploitation d'une fréquence au bout d'une période généralement fixée à 6 mois, ou s'il arrête l'exploitation donc pendant plus de 6 mois, celle-ci, la fréquence, doit logiquement retomber dans le domaine public. À l'évidence, cela n'a pas toujours été le cas, car les investigations du groupe de travail ont permis de découvrir que certaines radios ont cessé d'émettre depuis plus de 10 ans, mais les promoteurs continuent à garder par devers eux la fréquence comme s'il s'agit d'une propriété privée. À ce niveau, il y a lieu également de mettre fin à cette situation, qui n'a que trop duré, tout en respectant rigoureusement les procédures relatives au retrait des fréquences. Ce qui va permettre au Conseil supérieur de la communication de les réattribuer aux nouveaux requérants dont le dossier de certains attendent depuis des années, faute de fréquences disponibles. Au cours de cette session, le bureau va partager avec les membres non permanents du CSC des informations sur la vie et le fonctionnement de l'institution entre les deux sessions. Du sport dans cette édition, et c'est pour parler de la course hippique hier dimanche à l'hippodrome de Niamey, une compétition organisée par le président du comité olympique et sportif national Koseni Dola Talata. Tous les grands jockeys de Niamey ont pris part à cette compétition. C'est une compétition qui a porté sur plusieurs distances, 1200, 1400, 1600 et 2000 mètres. Une initiative du président du comité olympique et sportif national du Niger, Koseni, qui vise à promouvoir le sport équestre au Niger. La Fédération du sport équestre salue l'acte. La FENISEC, à travers son président,
joue un rôle prépondérant au sein du COSNI. Cela lui a valu un poste important au sein de son bureau et un autre au Conseil économique, social et culturel, CESOC. Mesdames et messieurs, hier, samedi 21 juin 2014, a été célébrée avec brio la journée de l'Olympisme au Niger. La FENISEC y a pris une part active. En organisant cette compétition, le président Abdoulaye Talata voudrait impulser une nouvelle dynamique à ce sport. Je suis simplement heureux de relever l'ambiance qui règne au sein de votre club hippique. C'est une grande surprise pour nous. Nous avions souhaité, comme nous le faisons avec d'autres fédérations sportives, telles que le basketball, la lutte, etc., nouer des relations durables et pérennes avec la Fédération des sports équestres, qui, à notre sens, est peut-être la fédération qui vient juste après la lutte en matière d'affluence du public. Des prix d'encouragement composés des coupes et des enveloppes ont été décernés aux 3 premiers de chaque catégorie. Ce tournoi s'est déroulé en présence des présidents des ligues équestres des différentes régions du pays et des présidents des fédérations sportives. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie de nos programmes. Le programme continue sur la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.